Mes amis, je retrouve, je reçois Jean-François Chaperon, qui est l'invité mystère. Il a fait plein de choses dans la vie. Aujourd'hui, il est paysan. Et il va nous dire qui il est. Mais je peux tout de suite dire, Jean-François, pour que ce soit transparent, que tu es responsable de la coordination rurale d'un département mystérieux numéroté 34. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'Hérault, et la capitale de l'Hérault, la préfecture, c'est Montpellier. Tu es où exactement? Alors, je suis à Bédarieux. Je suis exactement sur la commune de La Tour-sur-Orme, qui est une petite ville, enfin un petit village dans l'Hérault. Alors, attends, je vais bien positionner le micro. C'est par rapport à Montpellier, c'est au nord ou au sud? Non, on est au nord-ouest de Montpellier. Au-dessus de Béziers, on est à 30 km au-dessus de Béziers. Alors, on va continuer à parler de toi, après tu nous diras ce qu'est la coordination rurale, parce que pour beaucoup de gens c'est mystérieux. Ta ferme fait combien d'hectares et tu y cultives quoi? Alors, ma ferme fait actuellement 50 hectares que j'ai en pleine propriété. Et puis je suis en train d'acquérir 20 hectares à côté. Et je cultive, alors je fais de la polyculture élevage. Donc polyculture élevage, ça veut dire que j'essaie de semer et de planter. Donc moi j'ai un système que j'essaye agroforestier, donc avoir des arbres, avoir de l'herbe et faire passer dessus des ruminants. Et chez moi c'est des moutons. Donc je travaille avec un troupeau de 600 brebis et 150 chèvres. C'est de la polyculture. C'est de la polyculture. Et c'est quoi la coordination rurale, la CR? Alors la CR... Alors là, je ne suis pas un super grand spécialiste, donc moi je suis président du département de l'Hérault. Alors chez nous on appelle ça les coprésidents. Donc ça fait 1 an que je suis président à la CR. Et la CR en fait a été créée en 92 avec 3 agriculteurs du Gers qui en avaient marre du système FNSEA, c'est très clair, et qui disaient on en a marre de se faire avoir, on en a marre que la discussion soit avec le gouvernement et que nous on n'est plus rien. Il y a beaucoup le démarrage de la PAC, vraiment on va dire une PAC violente, où on oblige les gens à faire des choses. Et donc ils ont décidé de dire on arrête tout. Et je pense qu'ils avaient organisé d'ailleurs un blocage de Paris qui a été plus ou moins un échec, mais qui a quand même lancé la CR au niveau national. Concrètement, c'est quoi on va aller vite, mais c'est pour que les gens se repèrent, parce que les gens sont très perdus, ils connaissent majoritairement très mal l'agriculture, qui est devenue un métier très rare de nos jours. C'est quoi la différence idéologique, entre guillemets, entre la coordination rurale et la FNSEA? Ouais, alors ça c'est compliqué à dire. Ah ouais. Et oui. Compliqué à dire. Alors, la FEDE, comme on l'appelle, la FNSEA, a été créée, je pense, après-guerre. En 1946. Voilà, juste après-guerre. Et elle a évolué avec... elle a toujours évolué avec les gouvernements, puisque presque tous les ministres à une époque de l'agriculture étaient des anciens de la FEDE, des anciens cadres de la FEDE. Et moi-même, j'ai été jeune agriculteur, donc affilié à la FEDE, parce que dans les syndicats... CNJA, voilà, qui est une émanation de la FNSEA. Ce sont les jeunes agriculteurs de la FNSEA. Voilà, donc au fil du temps, ça a évolué, et aujourd'hui, c'est devenu carrément... Alors, c'est un syndicat qui n'est plus un syndicat d'agriculteurs, c'est un syndicat qui a aussi dedans des agro-industriels, beaucoup, dont son président, et qui a aussi énormément... Est-ce que ça te choque? Alors... Parce que j'ai entendu plein de bêtises, j'en profite pour faire la correction, parce que j'ai entendu plein de gens qui disent la FNSEA et le groupe Avril sont fusionnés. Donc on redit que c'est une connerie, ceux qui disent ça, vraiment, il ne faut pas écouter ça. En réalité, le président du groupe Avril, qui est une entité économique spécifique, est devenu président de la FNSEA, mais comme le président de Renault pourrait devenir président de la Fédération des industries métallurgiques, si elle existait. Il y a un petit conflit d'intérêts quand même. Est-ce que ça te choque? C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, il est choquant qu'un syndicat patronal
ou salariale d'ailleurs, soit dirigée par quelqu'un qui travaille dans une entreprise du secteur? Alors, c'est encore plus choquant de la façon dont la coopération agricole a évolué. Parce qu'en fait, la coopération agricole a évolué en faisant des super grands groupes d'agriculteurs, c'est devenu des coopératives qui fonctionnent toutes seules. C'est plus des agriculteurs qui dirigent ces coopératives. C'est sûr qu'il y a un président, on dit oui c'est lui qui dirige, mais absolument pas. Et justement il y a comment je vais dire, il y a une espèce de groupe qui dirige toutes ces coopératives. Un GIE. Oui, alors il y a un GIE, donc c'est de façon officielle, mais c'est aussi de façon officieuse. C'est très très politique et tout est axé avec une espèce de, allez je vais employer le mot, on a une espèce de mafia dans les coopératives, il faut appeler un chat un chat. Alors, attends, parce que tu vas très vite pour les gens. Une coopérative, donc on le redit, c'est une espèce d'association de petits producteurs qui se mettent ensemble, par exemple, pour transformer leurs produits. Ça peut être une coopérative vinicole. Alors, prenons une coopérative vinicole. Les gens vont mettre leurs raisins ensemble. Dans l'Hérault, c'est très courant. Et c'est la coopérative qui va vinifier le raisin parce que ça demande des investissements, ça demande un accès à des circuits de distribution. Et donc, la coopérative, elle va regrouper en quelque sorte, elle va mutualiser les métiers que chaque petit producteur ne pourrait pas faire lui-même. Voilà, tout à fait. À la base, c'est ça. À la base, c'est ça. Qu'est-ce qu'on reproche aux coopératives aujourd'hui? Alors, on reproche aux coopératives aujourd'hui, et particulièrement nous, la CR, on reproche aux coopératives, c'est d'avoir créé un système qui fait que, une fois que l'agriculteur est rentré dans cette coopérative, il devient un captif. Et ça va. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de vendre en dehors de la coopérative. Alors, il n'a plus le droit de vendre en dehors de la coopérative, il doit travailler d'une certaine façon, on lui donne des ordres en lui disant tu vas planter tel cépage ou tel cépage, tu vas récolter à telle époque ou telle époque, etc. Et au bout d'un moment, on le cadre complètement et il est complètement enfermé dans sa coopérative. Alors, si la coopérative, parce que dans l'état d'esprit, c'est pour faire quelque chose de très bien, si on lui dit de récolter à telle date, c'est parce qu'on pense que le sucre est au bon niveau, que la maturité est au bon niveau. Mais au bout d'un moment, c'est devenu tellement gigantesque que ça devient parce que la cave, elle est ouverte à cette époque, à telle heure et telle chose, etc. Donc il vaut mieux que ce soit lui, etc. Il y a une bureaucratie qui prend le pouvoir. C'est une bureaucratie qui a pris le pouvoir et qui coûte une fortune, parce que ça coûte une fortune dans les coopératives. Mais ces coopératives aussi sont des pompes à fric, il faut dire ce qui est. Donc c'est un système de récupérer, elles sont énormément financées, il y a des fiscalisations qui sont très particulières. Alors on le redit, excuse-moi je te coupe, mais parce que j'ai aussi beaucoup de lecteurs qui disent ah l'économie sociale et solidaire. Moi quand j'ai dit qu'on faisait une levée de fonds pour le courrier qu'on fait, on m'a dit ah mais faites une SCOP, la coopération c'est tellement mieux. Il faudra dire qu'il n'y a pas pire rapace qu'un coopérateur, c'est-à-dire que la coopérative elle a toutes les tares de l'État et toutes les tares de l'entreprise, c'est-à-dire que de l'État elle reprend la bureaucratie, l'écrasement par le haut, et de l'entreprise elle prend le sens d'un profit sans limite et totalement immoral. Donc aujourd'hui est-ce que les coopérateurs, c'est-à-dire les membres des coopératives, pour que tout le monde comprenne bien, choisissent les dirigeants de la coopérative? Je vais répondre oui. Voilà. Alors pourquoi oui? Oui, parce que en fait c'est tellement ancré dans un système avec des gens qui sont choisis d'avance qu'ils ont pas. De toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui se présente, donc ils n'ont pas tellement de choix. Donc le système. Ça, c'est pour le président. Pour le président. Mais après, une fois que le président, après le bureau va nommer son directeur, enfin va embaucher son directeur, parce que maintenant un manager, donc salarié qui va diriger. Voilà. Et puis après qui redescend, mais après il y a des unions de COP aussi, donc il y a des directives qui viennent d'unions de COP, etc. Et puis ça marche à la pompe à finance, ça veut dire les coopératives, on leur dit si vous faites ça, vous aurez ça. Tout marche comme ça. Si vous faites un groupement de producteurs comme ça, vous aurez les aides de l'Europe et vous aurez ci, vous aurez mis, et tout fonctionne comme ça. Alors, je vais donner un petit exemple, mais qui date un peu, mais qui est quand même représentatif. Moi, en 2006, je suis parti comme directeur technique Maghreb pour la plus grosse coopérative française de fruits à noyaux, qui s'appelait à l'époque Chanabel, et qui avait comme objectif, donc ils avaient 1000 hectares de pêche dans la Crau, dans la plaine de la Crau, et ils avaient aussi à peu près 1 millier d'hectares avec des fruits à pépins plutôt dans les monts du Lyonnais, à Chana.
Et cette coopérative en fait voulait développer des cultures en Tunisie et au Maroc. Donc moi j'avais une mission de développer, donc on devait planter 1000 hectares au Maroc et 500 hectares en Tunisie. Et en fait, on s'est aperçu que c'était l'époque Raffarin, cette époque et tout ça. C'est pour dire que ça date depuis longtemps quand même. Et à cette époque, déjà, on était des pompes à fric. Donc on cherchait on cherchait des financements et on investissait dans les pays étrangers. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coopératives qui normalement défendent leurs agriculteurs locaux, mais qui ont déjà des investissements privés dans des pays étrangers. Alors, on va reprendre, parce que là aussi, il y a plein de gens qu'on a perdus, ils voient le sens général, mais ils ne comprennent pas le détail. Quand tu dis que la coopérative, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, la SCOP, pour ceux qui sont plus familiers avec ce terme, faite de petits producteurs des monts du Lyonnais, de l'Accro, on rappelle que l'Accro, Plaine de l'Accro, c'est près de la Camargue. On y fabrique d'ailleurs plein de produits extraordinaires. Je crois qu'il y a de l'avoine de l'Accro qui est extraordinaire. Bref, on s'en fout. C'est le foin de l'Accro. Le foin de l'Accro, voilà, qui est très connu pour ce qu'il est, la plein de qualités nutritives pour les chevaux. Donc, l'Accro, il y a des petits producteurs qui sont obligés de vendre leurs fruits, d'apporter leurs fruits à la coopérative, c'est-à-dire le producteur du Mont du Lyonnais ou de l'Accro qui produit des pêches par exemple, il est obligé d'apporter toutes ces pêches à la coopérative et de financer la coopérative qui récupère l'argent de la vente des pêches. Et donc avec cet argent, la coopérative achète des terres en son nom en Tunisie et au Maroc, et elle les cultive en son nom avec des sociétés capitalistes cette fois. Tout à fait. Et le bénéfice de la société capitaliste ne revient pas aux petits producteurs du Lyonnais ou de l'Accro qui ont financé l'opération. C'est ça qui pose problème. Est-ce qu'il arrive que la coopérative mette les pêches du Maroc ou de la Tunisie qu'elle possède en son nom en concurrence avec les pêches des petits producteurs qui la financent? C'est-à-dire en concurrence. Est-ce que par exemple, dans un magasin, l'Intermarché du coin, je peux trouver côte à côte les pêches de l'Accro à 15 € le kilo et les pêches de Tunisie qui appartiennent à la coopérative à 10 € le kilo? Ouais, non, ça non. En fait, tout ce qui est fait justement sur le développement de ces pays, mais bon, qui ont bien avorté, parce que ça c'est bien cassé la gueule de ce truc, était pour être plus précoce et d'arriver un mois avant sur les étals. Donc l'idée était pas mal au niveau de la coopérative, c'était de dire, eh ben, je travaille dans les pays du Maghreb, j'arrive un mois avant, je démarre ma saison, au lieu que ce soit des Marocains qui l'envoient, ce sont des Français qui l'envoient, et on commence notre saison avec des pêches, des brognons, etc. Et puis après, on prend le relais quand nos adhérents arrivent. Sauf que dans la réalité des faits, on s'est aperçu qu'au lieu d'avoir un mois d'avance, on n'avait qu'une semaine d'avance. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait de telles malversations au niveau financier que tout s'est effondré. Et moi je me suis sauvé avant que ça pète, et j'ai bien fait. On va quand même continuer l'exemple parce que je trouve ce genre d'exemple précis qui permet aux gens de comprendre. Dans l'exemple que tu donnes, est-ce que ça signifie qu'à un moment donné, le ministre de l'Agriculture, lorsqu'il a des grands coopérateurs comme le groupe Avril, est-ce qu'il entend des gens qui lui murmurent à l'oreille, par exemple le président du groupe Avril, mais les importations, c'est vachement bien. D'ailleurs, nous, on a de la production au Maroc, en Tunisie, en Pologne, en Hongrie, au Chili. Il faut les faire venir parce que ça fera vivre les entreprises françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup dire « Ah, le Mercosur, les salauds d'Européens qui nous veulent du mal », est-ce que les défenseurs de l'importation de produits agricoles vers la France sont des Français et des entreprises françaises? Non. Et puis on va... Mais est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est possible que les grandes coopératives françaises soient les avocates de l'importation de produits agricoles? Les avocates de l'importation de produits agricoles en faisant venir, en disant « faites venir ». Oui, ça se passe en céréales. En céréales, on a un système où presque on vend nos céréales à l'export et on fait rentrer des céréales à l'import.
Donc il y a quand même 2 ans, alors que la France est un des principaux, je crois c'est le premier producteur européen de tournesol, on n'avait plus d'huile. Et il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Comment on explique ça? Alors, comment on explique pas? Je ne suis pas sûr d'être le meilleur pour l'expliquer, mais il y a un marché international qui se crée, et c'est une monnaie d'échange, hein, les céréales, c'est une monnaie d'échange politique. Et donc on importe, on exporte nos produits de très bonne qualité française, parce qu'on est reconnu dans le monde entier comme avoir des produits vraiment de qualité. Enfin, moi je suis en contact avec des Chinois, etc. Les Chinois ils disent, quand on a un produit qui vient de la France, on est sûr de notre produit, on a plus confiance que dans notre produit qui vient de Chine. Est-ce qu'on le vend cher? Alors on le vend sur le marché mondial. De toute façon, donc le marché mondial, il est un peu régi par les groupes de Cargill et ces groupes coopératifs qui font qu'on s'amuse. Hein. On envoie le bateau, et puis pendant le bateau on dit qu'il n'y en a plus, qu'il n'y a plus de stock. Alors ça se met à monter, hop, on vend et on rachète de l'autre côté un peu moins cher en disant qu'il y en a trop. Il y a quelque chose qui est très intéressant à voir quand on suit la presse agricole, c'est que à chaque veille de récolte, on a tous les trucs en disant oh il y en a pas, 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 et puis d'un seul coup c'est la sécheresse, ou aux États-Unis c'est la catastrophe, etc. Et la moutarde. Et puis voilà. Et puis d'un seul coup ah bah non, oh non, il y en a plein, et on voit avec le discours en fait qui est fait, on voit le prix qui bouge, parce que l'agriculture a un effet King qui est énorme en économie. L'effet King, c'est-à-dire, je simplifie pour que tout le monde comprenne, donc la loi de King, qui a servi d'ailleurs de modèle pour calculer les marchés à terme, notamment ceux qu'on a mis en place sous De Gaulle dans les années 60, c'est que quand il y a 5% de produits en trop sur le marché, les prix s'effondrent de 20 ou 30%. En revanche, il manque 5% sur le marché et les prix augmentent de 30-50%. C'est-à-dire qu'il y a une amplification des prix. Les prix amplifient très largement les excès, les excédents ou les déficits, les pénuries. Tout à fait. Voilà. Donc on a ces effets et on crée, et il y a je pense que le plus important, mais au niveau du lait c'est pareil, hein, puisque Sodéval est aussi on va dire macroté par la coopération et par la FNSEA. Donc au niveau du lait, c'est pareil, hein, l'achat du lait il n'est pas au prix où il devrait être. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'on est devenu dans une économie agro-industrielle et que le profit, il n'y a que le profit qui intéresse. Mais est-ce que ça signifie qu'on manipule les cours pour, par exemple, appauvrir des agriculteurs, les mettre en faillite et récupérer leurs terres ? Alors c'est ma version, je n'ai pas encore la preuve complète, donc ça n'engage que moi, mais ma version c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans le modèle américain qui a été créé depuis très longtemps, hein, depuis les années 20 où on a commencé les grandes crises, etc., où on a endetté les agriculteurs et on les a mis, parce que là on voit les agriculteurs qui vont monter, vous allez voir, il y a des tracteurs, aujourd'hui un cheval ça vaut 1000 euros. On dit ça, un cheval vapeur. Hein. Donc si vous avez un tracteur pas un cheval à 4 pattes. C'est un tracteur de 100 chevaux, de 100 chevaux, c'est 100 000 euros. Un tracteur de 300 chevaux, c'est 300 000 euros. C'est des fortunes. Hein. Vous avez des tracteurs qui valent plus que des Ferrari. Enfin, il faut se rappeler, il faut se ramener ça. Bon, après, il y a tout un système de financement, etc. Donc, mais une machine agricole, ça peut coûter jusqu'à 1 million. Une grosse moisse-batte, ça peut coûter dans les 600 000 euros. On a dit 850 000. Une arracheuse de pommes de terre, ça peut valoir 1 million d'euros. Enfin, on a des usines sur pattes qui travaillent. Et donc on a poussé les gens à super industrialiser, on leur a fait arracher l'oreille, on leur a dit non, il faut que tu aies des grands champs, etc. Et en fait, on en a fait des consommateurs. Aujourd'hui, il faut entre 7 à 9 calories énergie fossile pour faire une calorie agricole. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On a complètement détruit notre système. Donc l'agriculture... Excuse-moi, je te coupe, mais quand tu dis on leur a dit d'arracher leur... Le on... Prenons con pour celui qui l'emploie. Voilà. On est un con. On, c'est qui ? Voilà. Alors le système avec les syndicats, le ministère, enfin les ministères, les gouvernements, la corporation. La corporation, c'est la corporation qui a fait ça, et
et appuyé et relié par l'Europe, puisque aujourd'hui le financement c'est l'Europe et la PAC. Donc il faut savoir qu'un agriculteur aujourd'hui sans la PAC, il est mort, il vit pas, c'est impossible. Il n'y a personne qui vit, à part quelques agriculteurs qui vont faire un truc du viticole extraordinaire et qui va pouvoir être complètement hors des marchés, etc. Mais même parce que fiscalement, il va avoir un moment besoin pour son système d'embouteillage, il va avoir besoin d'une aide. On a un système qui fait que tous les agriculteurs vont avoir presque 50% d'aide sur les gros investissements. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Toi, par exemple, est-ce que tu touches la PAC? Alors, moi j'ai fait le choix délibéré cette année de ne pas toucher la PAC. Alors, tu vas nous en parler, mais parle-nous des années précédentes où tu touchais la PAC. Ça se passait comment? Parce que là aussi, c'est le grand mystère. La PAC, la PAC, la PAC, mais nous, les urbains, on n'a jamais vu un dossier de PAC, on ne sait pas ce que c'est. Tu touchais combien de la PAC? Alors, en plus, moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai repris mon exploitation donc il n'y a pas longtemps. J'ai pendant, ça fait 15 ans que j'ai acheté mon exploitation. Et sur mon exploitation, en fait, j'ai mis des troupeaux qui venaient avec des bergers qui viennent de l'extérieur et c'est eux qui touchaient la PAC. La PAC, il y a plusieurs façons. Il y a des aides couplées, des aides découplées. Donc on peut avoir des aides aux animaux. Donc, par exemple, on va toucher 21 € d'aide par brebis chaque année, par année. Mais pour ça, il faut la déclarer, il faut qu'elle soit de telle période à telle période sur l'exploitation. Donc il y a tout un système de déclaratif. Puis après, si on est en zone de montagne, on va toucher 3 € de plus par tête de brebis. Donc ça, c'est les aides aux animaux. Et puis après, on va avoir des aides à l'hectare. Donc on va avoir un calcul qui est fait selon l'herbe qu'il va y avoir, pour faire simple, hein, l'herbe qu'il va y avoir dans nos champs, et ben on va avoir une aide qui peut aller jusqu'à 100-120 € l'hectare. Si on a un peu des cailloux, ça va être que 100 € l'hectare. S'il y a beaucoup de cailloux, ça va être 80 € l'hectare, etc. Et après, il y a des coefficients. Après, c'est tout un système extrêmement complexe qui a été fait et qui fait qu'on a une aide à l'hectare. Alors parce que c'est intéressant, pour justifier ça, puisque en fait ce que tu dis c'est qu'il y a plusieurs critères d'aide et que donc on peut cumuler les aides au titre de plusieurs critères. Le dossier pour demander l'aide à la PAC, qui le fait et ça prend combien de temps et ça ressemble à quoi? Alors le dossier, qui le fait? Donc en plus ça a changé depuis 2023. Donc le dossier est fait par l'agriculteur. Donc il va sur la déclaration Télépac et il rentre sa superficie, il rentre ses parcelles et il met un coefficient, donc il déclare qu'est-ce qu'il va semer ou qu'est-ce qu'il va planter, qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc on va dire, on va faire sur de l'élevage, un polyculture élevage. Donc il va dire qu'est-ce qu'il va semer, est-ce qu'il va avoir des prairies temporaires, est-ce qu'il va avoir des prairies permanentes, et il va déclarer combien il a d'animaux, donc il va remplir tous les numéros d'animaux, etc. Et pour avoir ça, donc maintenant, il faut être agriculteur à titre principal et le moyen de le vérifier, en fait, c'est sa cotisation MSA. Donc si on est affilié à la MSA, on est donc agriculteur à titre principal et on peut bénéficier de la PAC. On peut avoir tout le système. Alors qu'il fait dans le concret. C'est pour ça que c'est intéressant de parler, par exemple, aussi des chambres d'agriculture. Dans les chambres d'agriculture aujourd'hui, pour faire cette déclaration, c'est tellement complexe, c'est franchement complexe. Ça prend combien de pages? Alors maintenant, c'est plus des pages, on remplit ça sur Télépac. C'est quoi? 1 heure, 2 heures? Ah non, c'est tellement complexe que. Surtout que comme cette année ça a changé, on ne sait plus où on en est. Donc ça prend beaucoup de temps. Vraiment pour les agriculteurs, c'est très compliqué. Surtout qu'ils ne savent pas forcément au moment où ils font leur déclaration PAC ce qu'ils vont forcément avoir à cette époque. Et donc. Normalement, c'est les chambres d'agriculture qui doivent les aider. Donc, on a des techniciens de chambre et qui doivent nous aider. Chose qu'ils font très bien. Sauf qu'on est obligé de les payer. C'est même plus un service. Une taxe obligatoire, une contribution obligatoire au financement de la chambre d'agriculture. Non, on est obligé de les payer à l'heure. On est obligé de leur donner, je ne me rappelle plus combien, mais c'est 200 balles de l'heure qu'on est obligé de donner aux techniciens s'il vient faire notre déclaration. Et ce qui est encore plus phénoménal, c'est que, et cette année ça s'est vu donc avec la nouvelle PAC, c'est que la DDTM, donc la Direction départementale territoire et de la mer,
qui doit valider les dossiers avant que ça passe au niveau PAC. Et bien cette année, elle ne pouvait pas, parce que comme c'était nouveau, il fallait cocher et mettre son numéro de MSA. Et si le numéro de MSA, comme c'était la première année, la moitié des agriculteurs ne l'ont pas mis. Ils ne connaissaient pas leur numéro. Ne savaient pas. Non, ils connaissaient leur numéro, mais ils n'ont pas vu qu'il fallait le cocher, c'était la première année. Et bien tous les dossiers qui sont arrivés à la DDTM, c'est-à-dire par exemple pour l'Hérault, c'est 4000 dossiers qui sont arrivés à la DDTM, il y en avait 2000 qui n'avaient pas le numéro de MSA. Et la DDTM nous a dit, ah ben nous on ne peut pas valider les dossiers parce qu'il n'y a pas le numéro de la DDTM, enfin le numéro de la MSA. Et donc ils ont dû rappeler tous les agriculteurs pour qu'ils envoient le numéro de MSA. Parce qu'ils nous ont... Ben on leur a dit, mais pourquoi vous appelez pas la MSA? On nous a dit, ah non, on ne peut pas appeler directement parce que ça c'est confidentiel, votre numéro. Donc, ce qui est vrai. Oui, mais faut pas... Et en fait, est-ce que ça retarde d'autant le versement? Alors, ça a retardé et cette année, c'est une panique complète au niveau des versements et il y a toute une partie qui n'a pas été versée aux agriculteurs. Et dans les revendications, il y a justement, mais payez-nous ce qui est de droit. En plus, on nous a dit, vous aurez le droit à l'erreur. Là, maintenant, c'est le truc, vous avez le droit à l'erreur. Sauf que, alors... Au lieu d'embaucher des techniciens pour nous aider à faire notre déclaration PAC, ils ont embauché par exemple en Occitanie, alors je ne sais pas en 2023, mais je sais ce qui a été fait en 2022, en Occitanie, ils ont embauché 66 contrôleurs pour nous contrôler. Ils ne pouvaient pas embaucher 66 techniciens pour nous aider à faire nos PAC, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, leur boulot c'est d'aller voir leurs bêtes et d'aller voir leurs champs, c'est pas de remplir des papiers toute la journée. Généralement c'est plus utile pour faire de la nourriture d'aller au champ que on fait que remplir des papiers. Et si on ne remplit pas des papiers, on n'a pas nos aides. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne prennent pas la moitié des aides auxquelles ils ont droit, parce que c'est tellement compliqué qu'on peut pas le faire. On est devenu dans un système qui était... C'est pour ça que là, on demande des lois de simplification. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a un système tellement complexe qu'on n'arrive plus. On n'arrive plus. Donc, c'est que les gens qui sont super organisés dans ces systèmes administratifs qui arrivent à s'en sortir et à se tirer les subventions les plus importantes. Dans ce que tu me dis, pourquoi toi, tu as décidé de sortir de la PAC? Alors... Moi, quand j'ai repris l'exploitation à mon nom, alors moi je suis un peu révolutionnaire, c'est pour ça que je suis entré à l'ACR. L'ACR, la coordination rurale. C'est-à-dire que j'ai dit, moi je suis contre ce système et si l'agriculteur... Alors l'ACR, on est aussi tous contre les PAC. On dit, nous, on veut des prix, on ne veut pas des PAC. Et moi j'ai dit, je vais monter un système où je ne vais plus être dépendant de l'énergie fossile. Donc je refuse d'avoir des intrants. La nature, elle doit fonctionner sans intrants. C'est possible de le faire. Donc les intrants, c'est les engrais, les phytos, l'alimentation du bétail. Donc j'ai dit, tout ce que vont manger mes moutons, il faut qu'ils le mangent sur mon exploitation et autour de chez moi. Donc les tourteaux de soja du Brésil, t'en veux plus? J'en veux pas. Mais même un produit qui ne vient pas de l'exploitation, j'en veux pas. On veut vraiment avoir quelque chose qui vient de l'exploitation et on peut faire marcher. Donc moi j'ai travaillé plutôt sur de l'éco-pâturage. Donc je travaille avec des communes, je travaille avec Edenis, avec des systèmes où on passe sous les lignes électriques par exemple. Je travaille dans des parcs photovoltaïques, où on met les moutons dans des parcs photovoltaïques. Je travaille avec des viticulteurs où on met les moutons dans les vignes. Donc ils servent à désherber. Alors qui servent à désherber et qui servent aussi à amener des micro-organismes par les déjections des animaux et qui font qu'on redynamise les sols. Le système, il est fait. Donc moi, mon idée que j'aurais dans ma vie, comme on dit, on n'a qu'une idée dans la vie, c'est de dire qu'il faut recréer ce système, cet agro-écosystème qui est de mettre des arbres, de l'herbe, des ruminants sur un sol vivant. Et à partir du moment où on a cet équilibre, tout se remet à marcher et tout fonctionne tout seul. Et en fait, depuis 70 ans en France, mais depuis encore plus longtemps aux États-Unis, on a perdu ce système et on est devenu des consommateurs d'énergie au lieu d'être des producteurs d'énergie. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, moi je veux plus, je veux sortir de système et je vais essayer d'aller jusqu'au bout du truc en disant, je vais pas prendre la PAC cette année, je vais pas... l'année prochaine je vais la prendre parce que sinon ça va être vraiment trop difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a un système où on arrive, même en faisant comme ça, on est à peu près, alors on va prendre pour de l'agneau, on arrive à un coût de production autour de 9 € le kilo d'agneau.
Et au niveau de la vente, on est à 9,50 ou au mieux, quand on est label, etc., à 12 € quand on fait des ventes en direct, quand on vend l'agneau entier. Hein. Donc la marge, elle est pas possible. C'est extrêmement difficile de vivre. Et comment tu arrives à 9 € le kilo de production de l'agneau? Alors j'arrive à 9 € de kilo de l'agneau avec. Alors pour moi c'est pas. Pour moi c'est mon rapport entre mes investissements à l'hectare. Et après il faut payer, par exemple moi j'ai des bergers qui vont être dans les champs, qui vont garder les moutons, il faut les payer, et sur l'ensemble ça me revient ça. Pour les autres agriculteurs, qui ont des systèmes avec beaucoup d'intrants, ils vont acheter de l'aliment, ils vont acheter de la luzerne déshydratée, ils vont acheter de l'orge, ils vont acheter, parce que chez les moutons on ne met pas de compléments comme des tourteaux de soja, mais on achète de l'orge, on achète des choses comme ça, qui vont coûter très cher, et on arrive à ce prix de revient. Quoi. Il faut avoir une bergerie ou une stabulation. Enfin là c'est plutôt des bergeries pour les moutons, et ça revient très cher. Il faut avoir un tracteur pour aller semer. Alors je vais te poser les questions qui fâchent. Est-ce que tu es en train de nous expliquer que sans la PAC, les produits agricoles vont augmenter? Alors, sans la PAC, les produits agricoles, si on ne fait qu'enlever la PAC, oui, les produits agricoles vont devoir augmenter. Mais... Parce qu'on lit plein de gens qui disent qu'il faut sortir de l'Union européenne, hop, on claque trois fois dans les doigts, on sort de l'Union européenne, et le problème de l'agriculture est réglé. Voilà. Est-ce que ça signifie que si on faisait ça, qui pour moi est une solution tellement simpliste que c'est une solution de marchand de soupe, est-ce que si on fait ça comme ça du jour au lendemain, les prix de la nourriture augmentent dans les magasins? Alors aujourd'hui, on peut pas passer. On a créé un système pendant 70 ans, et si on veut essayer d'en sortir en un an, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est sûr que tout va s'effondrer et ça va pas fonctionner. Après, sur le système du financement de la PAC, parce que la PAC en France, c'est 9 milliards d'euros qui sont distribués aux agriculteurs. Sauf que la cotisation de la France pour l'agriculture, c'est plutôt 10 milliards. Donc on est en excédent de cotisation par rapport à ce qu'on reçoit. Mais est-ce que ce sont les paysans qui payent les 10 milliards? Alors ce ne sont pas les paysans qui payent. C'est tous les Français. C'est tous les Français, on est bien d'accord, c'est tous les Français mais c'est tous les Français qui mangent aussi. Donc ça permet aussi de stabiliser les prix. Mais ils ne mangent pas que des produits français. C'est bien dommage. Non, c'est pas bien dommage, parce que de toute façon, il faut aussi avoir un équilibre. Il ne faut pas être en disant non, il ne faut absolument pas que tous les produits soient français, etc. Alors il y a des niveaux où on peut faire alors on dit une exception agriculturelle. Ça c'est une des théories, une des positions de la coordination rurale. Voilà, en disant vaut mieux quand même privilégier pour les productions où on est capable de les faire en France, et on les fait encore mieux que partout. Je sais pas moi, sur des pommes par exemple, mais même sur des céréales, sur des choses comme ça, c'est quand même mieux qu'on les ait en France et qu'on les garde en France. Ça, on aimerait bien que ce soit comme ça. Mais il y a, à part les bananes qui viennent de Martinique et Guadeloupe, quand même, on n'est pas capable de... Donc il y a quand même des productions. Alors, si on va parler des fraises qui viennent du Maroc au mois de janvier, je pense que c'est mieux qu'on n'en fasse pas. C'est mieux qu'on évite, et qu'on fasse plutôt de la fraise du Lot-et-Garonne en janvier. En janvier. Alors on a les moyens de faire des fraises du Lot-et-Garonne en janvier. Chez mon petit commerçant, il y a des fraises belges au mois de janvier. Oui, mais c'est des fraises qui sont sous serre chauffée. Alors tout dépend comment on chauffe nos serres. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est par exemple l'agri photovoltaïque. Aujourd'hui, on nous présente un truc, donc c'est le combat. Donc la FNSEA, elle est en train de macroter le truc en disant non, ce sera que notre système qui va marcher avec l'agri photovoltaïque. Alors que nous disons non, l'agri photovoltaïque, c'est justement un moyen pour les agriculteurs d'avoir une autonomie énergétique et d'être aussi producteurs d'énergie. Parce que quand on fait de l'agriculture, en fait, on récupère les photons du soleil.
c'est la photosynthèse, mais c'est le même principe que le photovoltaïque. Et de dire, on a des systèmes, alors on ne dit pas de faire des champs de 30 ou 40 hectares de photovoltaïque, mais on dit que chaque agriculteur qui pouvait déjà avoir sur son toit du photovoltaïque, et puis peut-être sur ses serres, on peut chauffer les serres avec du photovoltaïque de façon, c'est magique. En plus, on fait du couplet, on fait de l'électricité, mais on fait de l'eau chaude, on peut le combiner avec des pompes à air comprimé, donc on fait de l'énergie la nuit et on fait du froid en même temps pour conserver les produits. Donc il y a des tas de techniques qui sont possibles et auxquelles on ne veut pas nous donner d'accès parce que c'est en train de se macroter par le système de syndical de la FNSEA qui dit non, il n'y a que nous qui allons choisir comment vous allez faire du photovoltaïque dans vos champs. C'est la corporation. C'est la corporation et on est reparti pour un tour. Qui décide de tout le monde. Il n'y a plus de marché. Exactement. Il n'y a plus libre choix du producteur. Voilà. Alors concrètement quand même, donc, quel avantage tu as à sortir de la PAC puisque tu nous dis financièrement c'est dur. Alors, quel avantage j'ai à sortir? C'est juste une façon de penser. C'est-à-dire que moi, je pense que dans ma mission d'agriculture, moi, je ne fais pas de l'agriculture pour faire de l'argent. Je veux en vivre, mais je ne fais pas ça pour faire du business. Pour devenir Bill Gates. Pour devenir du Bill Gates. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de refaire des produits alimentaires ou des produits énergétiques, parce que moi, je suis très, très pour faire et aussi des tissus, et faire des fibres, et faire des matériaux de construction, pourquoi pas, mais de le faire sans rentrer d'énergie fossile. Mais c'est aussi ma conception, parce que je pense que c'est quand même dommage d'avoir perdu la base de l'humanité. Donc moi c'est pour ça que je veux sortir de la PAC pour dire je suis carrément capable de tourner tout seul et de faire des productions qui sont rentables et c'est possible de faire. Alors moi j'ai trouvé par exemple des marchés, je vends sur pied, mes moutons je les vends que sur pied, et il y en a beaucoup qui vont partir en Espagne, c'est extraordinaire, ils sont capables de nous acheter les moutons plus chers que comment ça se fait en France. Je n'arrive même pas à l'expliquer. Mais moi, si j'emmène parce que tu vas très vite, mais pour les gens, il faut que tu entends. Pourquoi tu choisis de le vendre à des Espagnols et pas à des Français? Et est-ce que si tu étais dans la PAC, tu aurais la faculté de le vendre à des Espagnols? Alors si j'étais dans la PAC, j'aurais la faculté de les vendre à un Espagnol, ça c'est pas un problème. Mais par exemple, si moi je vais vendre mes moutons, moi j'habite à 35 km de l'abattoir, puisque maintenant on a très peu d'abattoirs qui sont en France. Donc il va falloir que je mette 5 agneaux dans ma remorque, que je descende avec mon 4x4 et ma remorque, parce qu'il me faut un engin qui tire un peu une remorque avec mes agneaux dedans. Je vais les amener le lundi à l'abattoir, et donc je vais remonter, donc j'aurais fait 70 km. Et puis après, le vendredi, j'irai récupérer mes moutons à l'abattoir. Donc il faut que je descende avec mon camion frigo ou mon petit véhicule frigo, mais qui est normé, donc lequel je vais passer un contrôle technique tous les ans, plus un contrôle d'hygiène, plus un contrôle de ci, plus un contrôle de mi. Et à la fin, et en plus comme je vais être en zone de montagne, je vais devoir me mettre des pneus spéciaux, et puis je vais faire ci, et puis je vais ça, et rajoute. Et après je vais remonter, et après je vais pouvoir dispatcher ma viande, et donc il va falloir que je retourne chez les gens, vendre ou livrer, ou les gens, il va falloir qu'ils viennent à la ferme. Et s'ils viennent à la ferme, il va falloir que je fasse un bâtiment avec un frigo, avec un magasin, avec une porte d'entrée ici, avec une porte de sortie là, avec je vais mettre une armoire froide, je vais mettre mes petites bottes, je vais mettre mon petit calot, je vais mettre, à la fin ça va me coûter un bras. Voilà, donc le système il est, on fait des agnelages en extérieur en suffisant le troupeau. Alors on n'a pas les rendements qu'on peut avoir si on fait quelque chose de bien fait, mais au bout d'un moment on arrive à avoir les mêmes rendements. Qualitativement on a des produits d'extrême qualité et qui fait qu'il se met en place des réseaux et on arrive à vendre nos animaux sur pied et on les vend moins cher, mais au final on gagne beaucoup plus d'argent que si on a moins de charges. Donc est-ce que toi tu souhaites un système de protectionnisme où on empêcherait d'une façon ou d'une autre les produits étrangers de venir et où par conséquent les produits français ne pourraient plus sortir de France? Non, à long terme c'est fou de penser à un truc comme ça. On vit dans le monde, il faut quand même... Pas en Albanie, ni en Corée du Nord. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Mais il faut donner aux agriculteurs... Alors je pense que c'est
aux agriculteurs français, mais qui le font déjà, de faire une exception qualitative en disant mais regardez la qualité de l'alimentation qu'on a. Mais normalement, on devrait forcément être moins cher que quelque chose qui vient de l'extérieur. Voilà. Donc il faut arrêter de taxer au niveau parce que toutes les contraintes, ça nous coûte un argent fou, quoi. Hein. Et si on veut embaucher quelqu'un en agriculture, ça nous coûte un bras. Faut pas rêver. Pourquoi? Expliquez-moi. Là aussi, j'ai plein de gens qui me disent c'est dégueulasse, vous êtes macroniste, l'opposition contrôlée, vous dites que les Français, vous voulez des immigrés, etc. Pourquoi aujourd'hui recruter dans l'agriculture, ça coûte un bras? Mais c'est pas possible. On va payer au Maroc, on va payer les ouvriers 1 euro de l'heure, et nous, on va les payer, charger, c'est minimum 15 euros de l'heure. Et en plus, c'est compliqué parce que même quand on fait venir avec les contrats OMI ou les choses comme ça, on fait venir des ouvriers de l'étranger. Puis faut pas rêver, hein. Il y a certaines professions où personne ne veut travailler dans... Qui est-ce qui ramasse les pommes? Il n'y a pas de Français qui ramassent les pommes. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est difficile. Et puis, ce qui est difficile physiquement. Et puis, il y a quelque chose chez les Français qui disent je ne veux pas aller ramasser des pommes, c'est trop fatigant. Puis, il faut y aller tous les jours. Il faut y aller de bonne heure le matin, puis il faut finir tard le soir. Les gens, ils veulent pas. Je bois du petit lait. Moi, je me fais engueuler parce que les gens me disent, j'ai des dizaines de commentaires de gens, ces petits boulots de merde d'esclaves mal payés, on acceptera de les faire quand on touchera de vrais salaires. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors d'abord, c'est pas vrai, parce que même si on les paye 2 fois plus, on n'arrive pas à trouver des gens. Enfin, faut savoir que dans l'agriculture, on a des obligations de mettre des annonces et d'essayer de recruter des gens sur place avant d'avoir la possibilité d'avoir un compte, mais on ne trouve pas. Et quand les gens y viennent, au bout de 3 jours, ils disent mais t'es fou, mais je vais pas monter sur l'échelle et ramasser les pommes, c'est trop fatigant, je vais pas faire ça. Alors, bon, je fais quand même une petite caricature en mettant le paquet, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'agriculteurs à droite, à gauche, des petites entreprises qui trouvent quelques personnes qui sont dans le village. Mais globalement, c'est extrêmement compliqué. Et même ceux-là, j'en connais, et au bout d'un moment, ils ont des problèmes, parce que ah non, j'ai pas pu me lever, c'était pas possible, etc. Et puis on va tomber en compétition, en concurrence avec des pays. Au Maroc, ça va coûter 1 euro de l'heure. Donc le delta, il est quand même de 15 fois, quoi. Donc ça... Pour une pomme. Pour une pomme. Donc c'est quand même assez important, quoi. On redit que donc j'ai fait des papiers là-dessus, l'agriculture fait partie des 5 secteurs en tension, c'est-à-dire les 5 secteurs où il n'y a pas de recrutement suffisant alors qu'il y a des chômeurs. Et merci de redire que ce n'est pas seulement parce que c'est mal payé, c'est aussi parce qu'à un moment donné, les générations qui arrivent n'ont plus la force, on va dire ça comme ça, l'énergie de faire des métiers qu'on faisait il y avait 70, 80 ans. Ouais. Alors il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est-à-dire que nous, par exemple en France, on a beaucoup, dans l'arboriculture, on a beaucoup de Polonais qui viennent travailler. Donc ils viennent en équipe sur des paires de... Bon, la Pologne, c'est l'Europe, hein. Donc ils viennent, ils sont payés au même salaire que les salaires français, hein. C'est pas, on les prend pas pour moins les payer, on les prend et même des fois on les paye plus, on leur donne des primes parce que par contre c'est des gens. Ah non, on les loge. Non, ils viennent, on les loge, donc on a des systèmes avec, sur les grosses exploitations, vous avez des villages complets de mobil-home, c'est des villages vacances, ils sont super bien logés, hein, ils sont aussi bien logés que les gens qui vont à Palavas au camping. Donc on s'occupe, ce que je trouve tout à fait normal, hein, ça ne me pose pas de problème, bien au contraire. Mais donc ces gens-là, ils viennent en équipe, mais ils viennent pour bosser. Et en plus, ce sont des techniciens. Vous lâchez 20 Polonais qui savent travailler, mais c'est spectaculaire. Ils ramassent 200 kilos à l'heure. Vous mettez des Français, ils ramassent 100 kilos à l'heure, et au bout d'un moment, ils s'asseyent, ils disent non, ça va pas, non, c'est épuisant, je vais retourner au chômage, ça va quand même me coûter moins cher, quoi. Comment tu expliques on va se faire accuser de dire que les Français sont paresseux, de les insulter, de ne pas aimer notre pays, etc. Mais comment tu expliques, parce que tu n'es pas le seul à le dire, et tous les employeurs, quel que soit le secteur, constatent les mêmes choses, je sais que plein de gens refusent de l'entendre, mais comment tu expliques cet avachissement français où on dit l'Europe c'est pas bien, les Polonais, les Arabes, c'est tous des méchants, sauf que quand on fait venir des mecs,
ils bossent mieux que les Français. Comment tu expliques ça? Alors moi j'ai 58 ans, donc je commence à avoir un peu de bouteille, mais je me rappelle bien des années, les super années Mitterrand, là, c'était super chouette, où on nous disait, parce que moi c'était l'année où j'étais pré-étudiant, quoi, c'était mes années de bac, etc., où on commençait à dire, non mais t'es fou, tu vas pas bosser, quand même il y a des systèmes plus intelligents que bosser. Et je pense qu'on a quand même bien initié à ce moment-là le fait de dire que c'était mieux de faire 35 heures, et c'était mieux, qu'il n'y avait pas que le boulot dans la vie, et je pense que ça vient beaucoup de là. Alors qui en est le responsable, j'en sais rien, c'est difficile. Si on savait, ce serait tellement facile de les... Mais on est devenu un pays... Et je pense une Europe, hein, parce qu'ils ont le même problème dans les autres pays, où le travail, si on gagne de l'argent, on est un salopard, et si on n'en gagne pas, ben, on doit nous en donner. Donc, si on fait perdre aux autres, on est un héros. Concrètement, la solution, c'est quoi? Parce que c'est ce que j'ai entendu. Moi, ce que j'ai entendu, mais je vais encore être taxé d'être un horrible néolibéral, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons, l'agriculture vit, c'est un marché sous perfusion, totalement subventionné. En échange des subventions, il y a de l'esclavage, c'est-à-dire que tu ne peux plus produire comme tu veux. Et au fond, ce que vous demandez, c'est le retour à la libre concurrence, sans subvention, mais avec une liberté d'action. Voilà. Et aussi... Alors pendant la période, on va dire, alors ce mot transition, là, je ne sais plus comment on doit l'utiliser, mais pendant cette période de transition, on va redevenir à ne plus être dépendant des intrants. Il faut une période d'accompagnement qui nous permette, nous, de réorganiser notre outil de travail, et puis de sortir de ce système féodal où les agriculteurs, il y a une expression qui dit nous on ne fait pas la facture. Ben, c'est vrai, les agriculteurs ils font pas la facture. Les agriculteurs ils apportent leur lait à la coopérative, les agriculteurs ou chez l'industriel, ils apportent leur raisin à la cave coopérative, mais ils vendent pas. Ils disent pas ben non, à combien tu me le prends cette année, etc. Non, ils amènent. Et voilà. Et on dit cette année le cours de l'hectolitre de vin de Picpoul, Pinet, et ben ce sera tant. Et voilà. Et puis ferme ta gueule. Donc le système est comme ça. Donc il faut remettre une vraie organisation. Un marché. Il faut remettre une économie de marché pour de vrai. Donc on demande des prix, c'est pour ça que nous on dit on demande des prix et on ne demande pas des subventions. Mais en plus on peut faire des marges glissantes, c'est-à-dire que aujourd'hui on est à 40 centimes à 400 euros la tonne de lait par exemple. On pourrait très bien, nous aujourd'hui avec l'inflation il nous faudrait 60, il nous faudrait 600 euros la tonne de lait. C'est 20 centimes pour ramener au litre de lait. C'est 20 centimes. Bon, c'est un peu faux parce qu'après il y a des produits dérivés, enfin des choses comme ça, mais c'est pas grave. On va faire simple. C'est 20 centimes. On demande à ce que la marge qui soit répercutée, mais sans la marge. Gardez que les distributeurs, les transformateurs, etc. gardent la même marge et la façon de travailler. Faut pas rêver. La grande distribution, elle a aussi besoin de vivre et de gagner de l'argent. Mais de ne pas reporter cet argent en proportion. Sinon, à la fin, le consommateur, c'est lui qui va le payer. Comment on fait ça? Mais ces 20 centimes, c'est pas grand-chose. Hein. Ces 20 centimes, c'est... justement, on prend des accords, je pense, avec des accords glissants, en disant, de toute façon, on a des prix, on a des coûts minimums à respecter, et vous n'achetez pas en dessous de ces coûts minimums. Donc d'être dans les marchés. Après il y a des pays et après on est capable de s'organiser parce que justement pour pas avoir cet effet King on est capable de réguler, mais à nous de le faire en interne et de réguler les marchés. On produisait en pommes, on produisait dans les années 90, on produisait 2 200 000 tonnes de pommes. Et en plus on arrivait à la vendre. On faisait un peu des retraits, on faisait des trucs un peu bizarres, mais on arrivait. Aujourd'hui la France, elle produit 1 500 000 tonnes de pommes et on n'arrive plus à les vendre non plus. Et puis il y a un problème. Alors que c'est pas compliqué en disant voilà, le coût de production de la pomme c'est ça. Aujourd'hui avec 1 500 000 tonnes de pommes, ça va presque la France, elle arrive à les consommer. Donc, et on est le fournisseur de l'Europe, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Donc on a des capacités à faire notre business, à être dans le marché, d'être bon. Et puis après, aux agriculteurs en eux, de faire attention à réguler un peu leur marché, mais de façon intelligente. Et c'est possible.
On en rediscutera parce que de toute façon, je pense qu'on est qu'au début d'un cycle. Le barrage, le siège de Paris, finalement, il commence quand? Parce que nous sommes lundi. Alors maintenant... on voit rien pour l'instant. Alors maintenant, donc je sais que... Alors le siège de Paris, donc la FNSEA et les JA on appelle au blocage de Paris. Donc tous les axes routiers sont... Les JA et la FNSEA, elle a les moyens, elle a du monde avec des gros tracteurs, elle a de l'organisation, etc. Donc elle a les moyens de faire des actions quand même très musclées et très efficaces. Je pense que les dirigeants de la FNSEA, ils sont pas très contents qu'on bloque, parce que ils sont en train de discuter à tour de bras avec Fesneau et Attal en disant tiens allez vas-y c'est l'occasion, comme ça tu pourras me donner ça, et puis quand tu vas aller à l'Europe on dira ouais t'as donné ça, mais on dira ouais mais tu te rends compte si on donne pas ça on va se faire péter, puis c'est vous les Européens qui allez péter, etc. Donc là c'est sombre magouille dans le système. Donc nous la CR on a dit non on bloque pas. Donc nous notre action, et d'ailleurs qui n'est pas de bloquer Rungis, notre action elle est d'aller faire des actions à Rungis et justement de sélectionner les produits qui rentrent et qui ne sont pas des produits européens. Donc notre idée, elle est d'aller chercher des œufs et des poulets ukrainiens, de la viande qui vient du Brésil, et c'est ça notre action, notre vraie action. Après, il a été raconté qu'on voulait tout casser, affamer Paris, etc. Les agriculteurs, nous, on ne veut pas affamer les gens. On veut leur dire, regardez ce que vous mangez, et c'est ça l'action qu'on veut faire. Donc moi j'ai mes collègues qui viennent du Lot-et-Garonne, de la Creuse, etc. qui me disent qu'ils sont déjà bloqués chez eux avec des blindés qui leur bloquent la route. Donc on va voir. Après les tracteurs ça passe dans les champs, hein, donc on sait qu'on peut contourner aussi les blindés. Il y a essentiellement des paysans du sud de la Loire qui manifestent aujourd'hui. Et pourquoi on n'entend pas ceux du Nord? Alors les gens qui ont le plus souffert cette année, d'abord sur les départements du sud, bord méditerranéen, nous on a une année de sécheresse qui est énorme, hein. On a sur l'Hérault, sur le sud de l'Hérault, donc vraiment la côte, on a des endroits où on a 150 mm, 200 mm, dans les PO c'est pareil, ils ont 200 mm d'eau. 200 mm, les vignes elles sont cannées. Et il faut dire ce qui est, on a vraiment eu des difficultés et donc eux ils sont au bout du rouleau, comme on avait fait une année avant avec du gel et qu'on a eu des années de mévente aussi. Il faut savoir qu'on a touché 200 millions du gouvernement pour distiller du vin l'année dernière parce que on avait fait du gel, donc là on n'avait pas de produits. L'année d'après on a eu beaucoup de produits parce qu'on a souvent des années d'alternance. Cette année-là, on n'a pas réussi à le vendre, on a dû distiller. Et cette année qui vient, on a de la sécheresse. Et c'est fait que les coopératives, elles sont à sec au niveau finance. Donc elles avaient un peu essayé de niveler la rétribution des agriculteurs. Mais elles sont arrivées au bout de leur trésorerie. Donc les gens, ils ne sont pas payés. Sur la coopérative, sur ma cave coopérative chez moi, sur ma commune, enfin sur le groupe des 3 communes, là, des 4 communes, aujourd'hui, le président il me disait c'est la catastrophe, on n'a rien vendu. Il y a un marasme complet et on n'a rien vendu parce que les gens attendent, avec l'inflation ils savent pas, au niveau des stocks ils savent pas, etc. Donc nos clients ils nous achètent rien. Comment on va payer nos producteurs? On ne sait pas. On n'a plus d'argent et on n'a rien vendu. Donc le sud c'est l'une des régions et puis on a la crise de la MHE, la maladie hémorragique épisodique qui en fait une maladie qui touche les bovins. Alors ça rend les bovins malades, c'est transmis aussi aux ovins et aux caprins, sauf qu'ils ne sont pas malades, ils sont porteurs sains. Mais quand le troupeau est touché, c'est catastrophique, ça fait des gros frais vétérinaires, hein. Il faut intuber les vaches, mais c'est surtout que ça fait un bien sûr, l'État a fait quoi? Hop, il y a un problème, blocus. Là, c'est le lockdown, hein. On sait faire que ça. Il y a un problème sur les poulets, lockdown. Les canards, lockdown. Au besoin d'euthanasie. Oui, parce qu'en fait, ce qui tue le plus de poulets, c'est pas la grippe H1N1. H1N1, ça tue personne. Mais par contre, les vétérinaires et les services vétérinaires, c'est eux qui tuent. Et c'est eux qui les amènent en plus. Donc, on a la totale. Et là, cette année, donc on a cette MHE qui est arrivée. Et les producteurs n'ont pas pu vendre, ils peuvent pas vendre leurs animaux.
Donc, et on leur a dit oui, vous inquiétez pas, vous vendez rien, vous bougez pas, vous restez comme ça. Et puis parce que ça monte jusqu'à Angoulême, la zone, ça va jusque dans l'Hérault, c'est énorme hein, la zone. Et on leur a dit mais vous bougez pas. Et on va vous payer. Et les aides sont toujours pareilles. Mais je crois que depuis 2 jours, ça envoie du lourd. Bon, et c'était passionnant. On en rediscutera. Et puis en fait, j'aimerais bien faire une séance épisodique parce que ce que tu as dit, j'ai pas relevé, mais qui mérite à mon avis une séance spéciale, ce sont les services vétérinaires qui apportent les épizooties. Ça, c'est une phrase explosive que on va en discuter parce que je pense que c'est un vrai sujet régulier. Et donc on en parle. Merci beaucoup Jean-François, puis on se tient au courant. De toute façon, we keep in touch, comme on dit dans le sud-ouest, et puis on en reparlera.